Bonsoir à tous. On est en ce moment au hangar pour une nouvelle aventure d'Entre Loire et Loin, grâce à Monsieur Pascal Weber, qui a toujours de l'imagination et qui nous propose ce soir une émission en direct. En direct, donc ce qui veut dire que je dis bonjour à tous les spectateurs. C'est comme ça qu'on vous appelle ce soir, mesdames et messieurs. Merci d'être venus. J'espère que ça va pas trop tâtonner, évidemment, et qu'on va trouver ensemble le nom de cette nouvelle émission, puisque voilà, on n'y a même pas pensé. Par contre, on a pensé à inviter des gens fort divers. En fait, vraiment, l'idée, c'est de faire des rencontres et que tout le monde reparte en disant « Ah, mais vous, je vous connais maintenant, on se reverra, etc. » Vous avez été passionnants, parce que moi, je le sais, parce que j'ai demandé à toutes ces personnes de venir et je sais qu'elles sont toutes passionnantes. Alors, ce soir, on fête la journée internationale de la paix. Et c'est pour ça que vous allez avoir un concert gratuit par la municipalité de Chalette-sur-Loing. On entend un petit peu la musique en ce moment. C'est un concert de Dobet Niaoré. Je crois qu'elle est guinéenne, cette jeune femme. Elle a été lauréate d'un Grammy et c'est l'un des talents les plus chauds et les plus appréciés d'Afrique, nous dit-on. Alors en tout cas, elle est très belle et ce qu'on entend jusqu'à présent, c'est très très bien. Donc vous serez conviés, on va essayer de tenir vraiment les 2 heures pour tous aller profiter de ce concert. Alors, on a fait cette émission donc sur le thème de la paix. Donc les uns les autres, les invités, puis vous peut-être dans le public, si vous avez quelque chose à dire sur ce thème de la paix, eh bien on en parlera. Alors sachez que cette journée internationale de la paix, elle a 40 ans, justement. Voilà, on a d'ailleurs notre historien dans la salle, Jean-Louis Rizzo, qui fait oui, la dame, elle n'a pas dit de bêtises. Elle a 40 ans, cette journée internationale de la paix. Elle a été, en fait, créée par l'Assemblée générale de l'ONU. C'est une résolution de l'ONU. Que vous dire d'autre? C'est qu'elle ne doit pas être confondue, Monsieur Weber, avec la journée mondiale de la paix, qui est une journée de prière. Tu vois, c'est pas pareil. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à tous. Que dire? Le thème 2001 de cette journée internationale de la paix, c'est mieux se remettre pour un monde équitable et durable. Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Ce que je sais depuis peu, c'est qu'elle a été célébrée à Chalette-sur-Loing. Elle est célébrée à Chalette-sur-Loing depuis 1997 et que le maire actuel, Franck de Maumont, fut vice-président de l'Association internationale des villes pour la paix. Alors moi, je me suis demandé s'il y avait d'autres villes dans le Montargois qui fêtait cette journée internationale et vous me dites non, il n'y a que Chalette. Voilà. Alors, justement, est-ce que vous connaissez d'ailleurs les couleurs de la paix? Quelles sont les couleurs de la paix? C'est les couleurs de l'arc-en-ciel, voilà. Et tout de suite, ça me fait une transition vers un artiste qui va un petit peu être le fil rouge de cette soirée. On a malheureusement perdu un grand artiste hier soir. C'est Julos Boccarne, tout à fait. Qui avait toujours son pull couleur arc-en-ciel. Alors, Julos Boccarne, c'est un artiste hors norme, aux multiples talents. C'est un poète qui a chanté les poètes. C'est un auteur-compositeur qui a 39 albums à son actif et 500 chansons. Il faut que je fasse ça, voilà, plus près. Il a été également sculpteur, il a été comédien, c'était le chantre de la francophonie, mais également de la Wallonie. Et c'est un écologiste avant l'heure et pris de liberté. Il s'est éteint hier à l'âge de 85 ans. Moi, je trouve que s'éteindre la veille de cette journée internationale de la paix, ça m'a bouleversée d'autant plus. Alors, Julos Boccarne, on l'appelait, je vous le disais, le chantre de la Wallonie. D'aucuns aussi l'appelaient l'oiseau rare qui regardait la souffrance du monde en face. D'autres encore l'appelaient le Gilles Vigneault wallon. Moi, je le comparerais évidemment à Léo Ferré, avec une plus grande douceur tout de même dans le propos. Mais c'est vrai que comme Léo Ferré, il se disait anarchiste.
Et j'invoquerai encore sans doute Mouloudji ou encore Anne Sylvestre. Alors, en 1975, Jules Bocarne avait vécu un crime atroce, celui de son épouse Louise. Et cependant, ce qui est très beau, c'est qu'il n'a jamais vacillé sur ses bases humanistes et il a déclaré, suite à ce crime, c'est la société qui est malade, il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique, les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont, je resterai un jardinier et je cultiverai mes plantes de langage. Et Jules Bocarne était connu aussi pour avoir dit cette phrase « Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers ». Voilà. Alors, j'ai demandé à un ami musicien et chanteur de venir justement quand même fêter Bocarne ce soir. C'est Jocelyn Saviard. Alors Jocelyn, quand je lui ai proposé de venir au Débeauté hier soir, il a dit mais c'est très simple, de toute façon Bocarne, il était dans mes cahiers de chansons quand j'étais jeune, il a ressorti ses cahiers de chansons. Alors, et puis Jocelyn, tu as choisi, je pense, l'un de ses plus grands succès qui date de 1969. C'est un poème... Poème de Victor Hugo. Voilà. Alors... Jules Bocarne, c'est vraiment le poète hugolien par excellence. Comme je vous le disais, il dit, à travers cette phrase, je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Comme Victor Hugo, lui, déclarait, vous voulez la paix, et bien créer l'amour. Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi, nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à pas distraits, je parlais des fleurs, des arbres, son œil semblait dire après. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles et Rose les rossignols. Moi 16 ans et l'air morose, elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient Rose et les merles me sifflaient. Rose droite sur ses hanches leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur la mousse de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Soit n'y pensons plus, dit-elle.
Et puis, j'y pense toujours. Mais Jocelyn, il ne faut pas faire une tête grave comme ça, parce que c'est quand même l'amour qui est né au fond d'un bois, c'est joli. Puis je crois que cette jeune femme était tout à fait consciente de ce qu'elle choisissait. Alors donc c'est un texte de Victor Hugo, mis en musique par Boccarde, quand bien même Victor Hugo disait tout le temps qu'il refusait que l'on mette de la musique au pied de ses vers. Bon, ben voilà. On va changer tout à fait de sujet et accueillir Jean-Louis Rizzo. T'as la fontaine, c'est bien. Alors Jean-Louis Rizzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire. J'étais, oui. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique? De la France. C'est ça? Donc en fait, j'ai bien fait de vous faire venir? Bien sûr. Pour ce je suis sujet. très heureux d'être là. Alors, pour ce qui est de l'actualité, l'actualité de Jean-Louis Rizzo à l'heure actuelle, c'est ce livre, De Gaulle, le gaullisme et la République. On aura l'occasion d'en parler sur le divan d'Entre-Loire et Loing un de ces jours quand on retournera dans notre studio. Alors pour aujourd'hui, vous avez accepté de faire cet exercice un petit peu particulier, de nous faire une histoire de la paix. Mais vous disiez que c'était compliqué de faire une histoire de la paix. En effet, c'est très difficile. L'histoire de la Terre depuis des millénaires et surtout depuis un millénaire, c'est surtout une histoire malheureusement d'alternance de conflits et de paix. Donc faire une histoire générale de la paix, on pourrait commencer à l'établir surtout à partir du XXe siècle, parce que là, les institutions internationales ont commencé à s'intéresser à la paix. Hein. Je rappelle que c'est Léon Bourgeois, un Français qui, au début du XXe siècle, a eu l'idée de la sécurité collective. Idée qui sera reprise par Wilson lors de la création de la SDN. Mais avant, il existe bien sûr quelques lois de la guerre, mais de dire qu'on pourrait établir une typologie des guerres et des paix serait très difficile. D'accord. Alors rappelez-nous ce que c'est que la SDN, qui n'a pas marché, je crois. Alors, la SDN n'a pas marché. La SDN, c'est la Société des Nations. Et elle est constituée, donc, à l'issue de la Première Guerre mondiale. Son objectif, c'est d'assurer la paix dans le monde, sans moyens d'ailleurs. Et alors, en 1928, les membres de la SDN vont signer un pacte avec lequel on peut être tous d'accord. C'est le pacte Briand-Kellogg. Briand, c'est le ministre français des Affaires étrangères. Kellogg, c'est le secrétaire d'État des États-Unis, évidemment. Et ce pacte, signé par tous les pays du monde, j'ai bien tous les pays du monde, déclare la guerre hors la loi pour l'avenir de l'humanité. On est en 1928. En 1928. 3 ans plus tard, le Japon agresse la Chine pour s'emparer de la Mandchourie et le Japon crée un État croupion, un État fantoche à ses bottes finalement, aux bottes du Japon, qui s'appelle le Manchukuo. Et la sanction de la SDN, car la SDN avait le droit de prendre des sanctions, la sanction de la SDN a été de ne pas reconnaître comme valides dans le monde les passeports émis par le nouvel État fantoche. Vous imaginez la crainte que ça a pu représenter pour le Japon. Et à partir de là, eh bien, effectivement, on peut dire que la SDN est allée de décrépitude en décrépitude. Chaque fois qu'elle condamnait un pays, le pays l'a quitté. C'est le cas de l'Allemagne en 1933. Elle n'a pas su régler l'affaire éthiopienne en 1935. Et donc, en 1939, elle fait faillite. Et c'est en même temps la faillite de la paix. Bon, on fait un grand saut dans le temps. Est-ce que l'ONU va de décrépitude en décrépitude? Je ne dirais pas cela. L'ONU est née en 1945 et elle a essayé de corriger les défauts de la SDN.
Elle a essayé de corriger les défauts de la SDN d'abord en créant, si vous voulez, des institutions chargées de sauvegarder la paix. Mais aujourd'hui, on a un problème. C'est la composition du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité ne représente plus les grands équilibres mondiaux. Nous vivons sur un Conseil de sécurité issu de 1945. C'est-à-dire que les 5 puissances qui disposent du droit de veto sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Mais le monde a changé. L'Allemagne et le Japon, par exemple, ne sont toujours pas considérés comme des puissances majeures. Et je ne vais pas parler du Brésil, de l'Inde, de toutes ces puissances qui émergent, de l'Afrique du Sud, qui n'ont pas le droit d'être représentés de manière permanente au Conseil de sécurité. Donc cette réforme du Conseil de sécurité, elle est urgente. Je ne dis pas qu'elle garantirait la paix universelle. La paix universelle, c'est bien plus délicat. Mais en tous les cas, le Conseil serait beaucoup plus représentatif. Mais les réformes de ce Conseil sont bloquées depuis 20 ans. La France, d'ailleurs, parfois, contribue au blocage. Donc vous nous dites que la paix, c'est une affaire de nation, plus qu'une affaire de citoyens ? C'est aussi une affaire de citoyens, évidemment. Il faut bien aussi s'appuyer sur toutes les institutions, les associations. Mais malgré tout, ce sont encore les États qui déclarent la guerre. Ou qui ne la déclarent pas, puisqu'on ne déclare plus la guerre. Donc depuis tout à l'heure aussi, vous mettez toujours face à face, ou du moins dans la balance, la paix, la guerre, la paix, la guerre. On ne peut pas réfléchir sur un concept de paix en dehors de réfléchir à ce qu'est la guerre. On pourrait, mais c'est difficile. Hein. Aujourd'hui, je vous dis, depuis des siècles, on a alternance de paix et de guerre, avec des durées plus ou moins longues de paix. Malheureusement, le XXe siècle n'est pas un siècle modèle pour la paix. Hein. Et pour l'instant, on ne peut pas établir de paix générale, paix universelle, c'est assez difficile. Il faut y arriver, mais regardez ce XXe siècle. Vous avez d'abord deux guerres mondiales. Vous avez ensuite la guerre froide. On me dira la guerre froide, d'accord, mais la guerre froide, elle est quand même composée de conflits localisés. Et la plupart de ces conflits s'inscrivent dans le contexte de guerre froide, à part peut-être la guerre des Malouines en 82, qui n'a rien à voir avec le conflit Est-Ouest. Et puis, depuis, rappelez-vous, 1989-90, c'est le libéralisme qui triomphe, et donc c'est la paix pour les siècles des siècles. Eh bien, je dirais que c'est pas tout à fait ce que ça a donné. Hein. Alors, je vous demandais tout à l'heure, on est d'accord, le concept de paix n'est pas une utopie. Et est-ce que c'est simplement un ensemble d'outils pragmatiques pour assurer la prospérité en fait économique et puis suite à ça sociale et culturelle de malheureusement, je sais que nous avons discuté un petit peu auparavant, malheureusement pour l'instant ce ne sont que des outils pragmatiques. On essaie de colmater les différents conflits par des trêves, des paix, effectivement. Bon, je pense que l'humanité progresse quand même, avec des secousses, mais elle progresse. Il existe quand même un droit international humanitaire qui justement a été mis en place par l'ONU, qui a repris notamment les idées de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau disait que la guerre, ce n'était pas une guerre entre hommes, c'était une guerre entre États. Donc, c'était une guerre entre soldats, mais que les civils devaient être à l'écart. Alors, on en est loin, c'est vrai, mais le droit international humanitaire vise à les protéger. Hein, et il y a quand même eu des efforts qui ont été réalisés sur ce plan, même si c'est vrai, par rapport aux guerres de certaines époques, on ne peut pas dire que la protection des civils ait toujours été assurée au XXe siècle. Mais il faut quand même faire un peu preuve d'optimisme. Je crois que les grands apôtres de la paix ont laissé des traces, hein, et ça va depuis bourgeois brillant jusqu'à Barack Obama, jusqu'à Desmond Tutu, Mandela évidemment. Bon, et si vous voulez, tous ces gens ont œuvré pour la paix et il en reste quand même quelque chose. Il en reste quand même quelque chose, malgré toutes les secousses, je le dis bien. On finira sur cette question. Est-ce que De Gaulle était un fervent défenseur de la paix ou est-ce qu'il était encore dans l'esprit belliqueux de son temps ?
Alors, la réponse est très claire. De Gaulle était partisan de la paix. Il faut lire tous ses discours des années 60. C'est une défense de la paix, notamment par rapport au bloc. Je rappelle aussi qu'il a d'ailleurs fait la paix en Algérie, en 1962, contre même une partie de sa majorité. Contre une partie de sa majorité. Alors, bien sûr, il y a 1940, mais 1940, c'est un cas très particulier. Vous savez que de la Deuxième Guerre mondiale, on dit que c'est peut-être le seul conflit juste du XXe siècle. Je ne vais pas remonter à Thomas d'Aquin et son concept de guerre juste. Bon, mais en fait, la guerre juste, c'est une guerre qui défend une cause noble, et qui essaie de respecter l'adversaire. Bon, alors, respecter l'adversaire, mais en tous les cas, la cause en 1939-40 était juste. Lorsque De Gaulle va à Londres, à la fois pour protester et contre l'avancée allemande, contre l'armistice, contre le gouvernement de Vichy, on est là dans la défense d'un idéal. Mais dès que cette guerre a été terminée, De Gaulle s'est toujours posé, c'est vrai, en champion de la paix. Toujours. Et c'est ce qu'il explique. Rappelez-vous son fameux discours de Phnom Penh, cet excellent discours de Phnom Penh, je crois qu'il doit dater du 1er septembre 1966, où il va à Phnom Penh, au Cambodge, ancienne colonie française, ancien protectorat français, si je veux être juste, et on est aux portes du Vietnam, et il dit aux Américains, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous en aller. Bon, on n'a pas apprécié à Washington, mais là on a vraiment une défense de la paix. Bon, merci beaucoup Jean-Louis Rizzo. Je vous ai offert un texte, je vous ai soumis l'idée de nous dire un texte avant de nous quitter. C'est un texte de Jean de La Fontaine, puisqu'on fête les 400 ans de sa naissance, et donc ça nous parle de paix. Oui. Et vous avez bien apprécié ce texte. Ce texte est alors, j'aime bien Jean de La Fontaine déjà. Jean de La Fontaine qui critique tous les mots MAUX de son temps, et notamment la guerre. Alors je vais lire ce texte que je découvre à peu près. Ô paix, source de tout bien, viens enrichir cette terre et fais qu'il n'y reste rien des images de la guerre. Accorde à nos longs désirs de plus douces destinées. Ramène-nous les plaisirs absents depuis tant d'années. Étouffe tous ces travaux et leurs semences mortelles. Que les plus grands de nos maux soient les rigueurs de nos belles, et que nous passions les jours étendus sur l'herbe tendre, prêts à compter nos amours à qui voudra les entendre. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis.